Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue chez la présentation cybersécurité. C'est 10h10, j'ai vu les autres présentations sont finies, donc on peut directement commencer. Nous sommes déjà un bon nombre, 22 personnes, parfait. Mon nom est Nicolas Grec, je suis le Chief Information Officer du Pelephone Group. Qu'est-ce que ça signifie? Je suis de base développeur, mais je m'occupe aussi justement de data center, de network et de la sécurité. Et j'ai repris ce rôle à 100% depuis plusieurs années déjà maintenant. Et dans ma compétence, j'ai un team de 2 personnes qui s'occupent justement de tout le core network du Pelephone Group. Donc, on a nos propres data centers. Nous avons nos propres solutions, donc nous hostons tout seul. Tout ce qui est VoIP, c'est sur du bare metal. Nous avons des solutions de virtualisation comme du VMware, du Proxmox. Nous faisons aussi du Kubernetes pour tous les services web. Avec ça, nous avons des databases Postgres et MySQL pour les différents produits. Et forcément, avec tout ça, il y a un peu de sécurité qui rentre entre les petites marges. Je suis de base suisse-romand. J'ai par contre aussi vécu longtemps et étudié à Lugano. Et je suis en ce moment à Zurich, donc si vous avez des questions en n'importe quelle langue, allez-y. Je vais vous présenter tout d'abord le paysage des menaces, après les 3 principes de la base de sécurité, la stratégie de défense, donc quelles sont les méthodes de base, comment on peut se protéger. Après, je rentre un peu plus dans l'argument VoIP, donc quelles sont les surfaces d'attaque de la VoIP, quelles sont les méthodes éprouvées pour se défendre sur les systèmes VoIP. Et à la fin, encore un petit ELOD à la NIS 2, donc le Network and Information Security Directive de l'EU, qui est déjà dans la version 2. Commençons par qu'est-ce que c'est la cybersécurité. Donc, est-ce que c'est du système? Est-ce que c'est l'humain? Ou est-ce que ce sont les 2 facteurs ensemble? Parce que, à la fin, qui utilise l'informatique? Et la base principale, c'est que l'utilisateur sache quelles sont les menaces, quelles sont les possibilités pour pouvoir aussi se protéger contre. Parce que le système peut avoir des protections de la base qui va protéger des erreurs humaines, mais à la fin, l'humain arrive à être plus intelligent que le système. Et pour être vraiment violent dans le terme, quand vous vous connectez à Internet aujourd'hui, vous faites partie d'une guerre entre les pays. Des gens qui essaient de ramasser de l'argent pour subventionner leur guerre. Vous êtes aussi dans une guerre de l'information qui est encore bien plus pire avec tout ce qui est AI, parce que ça produit de la fausse information, ça produit des vidéos, des choses qui semblent réelles. Donc, à la fin, dès que vous connectez à Internet, vous êtes à risque. Et donc, vous devez savoir qu'est-ce que vous pouvez faire, ou qu'est-ce qui est juste de faire, ou comment détecter des problèmes. PCH des menaces. Là, j'ai un petit schéma de plusieurs possibilités d'attaques, des attaques plutôt au niveau système, des attaques plutôt entre système et humain. Et aujourd'hui, j'aimerais bien parler de 3 thèmes principaux, c'est le phishing, le password et les endpoints. Et ça fait partie justement de l'humain. Donc, oui, qu'est-ce que c'est du phishing? Du phishing, c'est des emails pas non désidérés, c'est pas de la pub, c'est vraiment des attaques. Et ça peut être des attaques générique. Donc, vous êtes de 1 million de personnes qui reçoit un email qui n'est pas personnalisé pour vous et puis vous remarquez assez rapide que c'est du phishing. Ou vous recevez un email qui est vraiment spécifié pour vous. Donc, on essaie d'attaquer votre personne parce que vous travaillez dans une société avec un certain rôle et on sait que vous avez une certaine information. Et malheureusement, aujourd'hui, avec l'AI, vous pouvez générer des sites internet en 3 secondes avec des informations réelles qui pourraient sembler super réelles et vous cliquez dessus, vous ne remarquez même pas en fait que ce n'est pas un vrai client, puis vous êtes déjà dans le piège. Et dans ce cas, vous avez besoin de sécurité niveau endpoint, donc votre mobile, votre laptop. Parce que si vous cliquez maintenant sur un lien, et ça peut être humain, vous ne remarquez pas qu'à place de PeoplePhone, le L et le E ont été inversés, puis c'est un autre domaine, puis c'est une autre société, puis vous cliquez dessus. Et dans ce cas, vous avez besoin de systèmes qui arrivent à détecter des liens qui sont méchants, des liens qui sont déjà été détectés comme vulnérables. Et donc, une protection niveau endpoint peut justement déjà bloquer tout simplement la résolution DNS vers ce serveur. Et donc, même si vous avez cliqué dessus, rien ne va se passer. Donc, les endpoints ont aussi besoin de EDR. Donc le Endpoint Response Detection. Après, vous avez les passwords. Et là, c'est très, très important que les gens comprennent comment utiliser les passwords. Et je suis absolument d'accord avec vous, le monde d'aujourd'hui est affreux.
Il faut avoir, je sais pas combien de passwords, il faut avoir du 2FA, c'est super compliqué, on se trompe continuellement, après le SMS arrive trop tard, l'email arrive trop tard, c'est affreux. Mais malheureusement, c'est la seule possibilité de se protéger. Et j'irai même un pas plus loin parce que quand vous définissez un password pour un service, vous utilisez toujours le même, donc si ce password est compromis, est-ce que tous vos comptes sont compromis? Parce qu'à la fin, votre adresse email est toujours la même, non? Après, est-ce que vous différenciez le business du privé? Parce que, bon, au niveau privé, vous utilisez d'autres sites que, par exemple, le niveau business, non? Et qu'est-ce que vous savez comment vont être stockées vos données vers le service où vous avez créé un password? Donc, si vous parlez, par exemple, de mes chers amis, les super e-commerce en Chine que tout le monde adore, et que moi je déteste, qu'est-ce que vous savez que votre password est vraiment chiffré dans leur database et que peut-être ils ont été hackés, puis d'un coup votre password a été utilisé ou est dans des listes sur le dark web prêt à être utilisé par d'autres personnes. Et c'est pour ça, c'est très très important de faire comprendre à n'importe quelle personne dans la société que les passwords doivent être uniques par service, doivent être storés niveau sécurisé, dans un password manager, par exemple, parce que, par exemple, moi-même, je ne me rappelle pas de mon password de LinkedIn, par exemple. C'est un password à 32 chiffres. J'utilise en by click et voilà, je ne le sais même pas. Donc, même s'il est volé, il n'y a rien qui peut s'arriver. Passons aux 3 principes de base de la sécurité. Donc, c'est des concepts larges dans la sécurité de l'information. Là, nous parlons de la CIA triade, donc la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Et n'importe quel système que vous exploitez dans votre société doit passer à travers ces 3 thèmes. Donc, comment votre système est crypté? Quels accès de contrôle sont faits dessus? Est-ce que vous avez une surveillance de la journalisation de ce système? Non, donc qui s'est logué, etc. L'intégrité, la validation des données. Donc, est-ce que les données ont été modifiées pendant, sur le système, à quel moment? Donc, aussi des fonctions de hachage pour garantir que les données sont contrôlées et justement aussi une version de contrôle. Donc, qui a changé, à quel moment et qu'est-ce qui a été changé? La disponibilité. Donc, est-ce que c'est possible aussi d'avoir un backup de cette solution? Est-ce que le système est redondant? Est-ce qu'il a un équilibre de charge, donc du load balancing? Si un tombe, l'autre reprend, non? Et forcément, des architectures de haute disponibilité. Donc, prenons quelques exemples. Si j'essaie de stocker des fichiers de la compagnie, est-ce qu'une clé USB est vraiment compatible avec ces termes? Non, OK, on peut la crypter. Le contrôle d'accès, ça devient déjà difficile. Surveillance de relation, ça devient super difficile. Intégrité, oui, je peux faire du hachage, non? Donc, niveau file system, on peut hacher tout ce qui est dedans. Mais est-ce que j'arrive à recontrôler la version sur une clé USB? Donc, est-ce qu'un service de storage n'est pas un peu plus efficace qu'une clé USB, non? Prenons par exemple l'exemple d'un système téléphonique. Donc, cryptage. Donc, quelle direction? Donc, si c'est un central téléphonique, OK, lui, il doit pouvoir communiquer avec le provider en mode crypté, mais les téléphones qui se connectent à lui, ils viennent tout d'abord de où? Est-ce qu'ils sont cryptés vers eux? Comment il prend la configuration, etc. Après, forcément, contrôle d'accès. Donc, qui a accès niveau administration à ce système, non? Surveillance de la journalisation. Qu'est-ce qui s'est passé à quel moment? Intégrité, la configuration ne devrait pas changer ou ne devrait pas être changée par un hacking, donc un contrôle d'accès non autorisé. Et si oui, il devrait avoir au moins un contrôle de version. Donc, quelle était la dernière version de ce central, non? Et forcément, après, la disponibilité, ça dépend toujours de quelle société veut quoi. Donc, aussi des systèmes de sauvegarde, de redondance, d'équilibre de charge, dépendance de qu'est-ce que vous avez comme société. Et forcément de la haute disponibilité, si c'est vraiment nécessaire pour cette société. Un autre principe de base, c'est la gestion des risques. Et ça, c'est vraiment une base aussi pour le NIS2. Donc, vous devez identifier quels sont vos actifs, donc quels sont vos services que vous utilisez, les réseaux que vous utilisez, l'hardware que vous utilisez, le software que vous utilisez. Et vous devez lister justement tous ces actifs, non, pour après décider qu'est-ce que vous faites avec. Donc, vous devez faire une évaluation de ce système précis, non? Donc, quelle est la probabilité qu'il aura une interruption et quel est l'effet de l'interruption? Donc, dans un bureau, est-ce que ça suffit d'avoir une connexion Internet ou est-ce que j'en ai besoin déjà 2 et peut-être sur 2 technologies différentes? Donc, une fiber, une Wi-Fi ou, pardon, data mobile, non?
Et justement, si maintenant je n'ai pas d'Internet, quel est l'effet? Qu'est-ce que je ne peux pas faire comme société? Est-ce que mes employés peuvent travailler, etc. Donc, est-ce que j'ai des pertes financières? Est-ce que j'ai des pertes de données aussi ou de réputation? Parce que justement, mes clients n'arrivent plus à me rejoindre, non? Après, une fois identifié tous les actifs et fait une évaluation dessus, comment je peux réduire la probabilité ou l'effet d'un de ces actifs, non? Donc, est-ce que je peux avoir des solutions techniques? Comme dit juste avant, deux connexions Internet peuvent être passablement intéressantes. Ou justement, former les employés en disant, OK, si l'Internet ne fonctionne plus, vous avez votre hotspot ou vous rentrez en home office, donc quelle est la planification de procédure pour justement éviter le problème? Donc, comment vous arrivez à réduire l'effet d'un de ces actifs? Après, forcément, la surveillance. Donc, quels sont les nouveaux risques que vous déployez quand vous avez de nouvelles solutions qui rentrent dans vos systèmes? Des examens de mesures. Donc, est-ce que j'ai toujours encore les bonnes mesures en rapport de qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Non. Donc, par exemple, on a fait une évaluation 3 années en arrière. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours encore le même cas? Non. Et justement, adapter les stratégies. Et forcément, après, comme point final, c'est le traitement. Donc, mesures appropriées en fonction du risque. Donc, toujours une réhabilitation. Et après, décider si vous pouvez éviter ce risque, le atténuer, l'accepter ou le transmettre. Justement, si vous dites, bon, si ma connexion Internet est tombée, tous les gens utilisent le hotspot, bon, vous avez accepté ce risque, non? Donc, pour vous, il est pas éminent et vous avez une solution. Vous pouvez aussi le transmettre en disant, OK, je prends une assurance pour ça. Passons au dernier principe de base, c'est le facteur humain et la sensibilisation à la sécurité. Donc là, on parle de awareness. Juste en dessous du diagramme de Venn, vous avez une phrase qui dit « L'homme a à la fois le maillon faible, mais aussi la meilleure défense contre des menaces. » Pourquoi? Parce que si l'homme ne sait pas qu'est-ce qui se passe, ben forcément, c'est un maillon faible, ou il ne sait pas comment se comporter en rapport d'un cyber threat. Mais en même temps, vous pouvez l'entraîner, vous pouvez le sensibiliser, vous pouvez lui donner des tools pour être meilleur. Et donc, dans le diagramme de Venn, vous devez essayer de rendre vos employés dans le segment où il y a justement toutes les deux solutions, donc le facteur humain plus la sensibilité. Et justement, là, c'est important d'avoir une culture soucieuse de la sécurité, donc ça part directement depuis tout en haut de la société. Donc, est-ce qu'on veut être soucieux de la sécurité? Est-ce qu'on veut mettre du budget là-dedans? Il faut entraîner justement les employés pour détecter des menaces, comprendre les consignes de sécurité, donc par exemple, le password, avoir un password par service. Ça, c'est une consigne de sécurité que vous pouvez définir, mais c'est important que l'employé comprenne pourquoi c'est important. Et justement, un comportement sûr de vos employés. Et forcément, après, il y a l'action et l'assignement des accidents, parce que c'est beau de toujours tout pousser sous le tapis, mais au bout d'un moment, il y aura des conséquences. Donc, il faut avoir des actions claires et des signalements des accidents, de façon que justement, on peut garantir la sécurité dans le futur. Stratégie de défense. Ça, c'est le slide que vous avez déjà vu dans la présentation de Christophe Beau. Donc, nous avons 4 colonnes. Sécurité de réseau, sécurité des terminaux, chiffrement et authentification, et intervention et résolution des accidents. Donc, niveau réseau, ça c'est purement technique. Comment vous protégez votre réseau? Donc, des firewalls. Comment vous protégez des systèmes de façon que des attaques puissent automatiquement être enlevées, donc des préventions d'intrusion. Segmentation du réseau, justement. Est-ce que mon téléphone doit être dans le même réseau de l'ordinateur? Ou est-ce que l'ordinateur doit être dans le même réseau que le printer, fax et tout ce qu'il sait faire? Parce que ça, c'est le point le plus vulnérable de votre Office. Parce que combien de fois vous l'updatez? Probablement jamais. Puis justement, il a 20 000 protocoles de fax, de mail, vous avez n'importe quoi là-dedans. Donc, c'est un système très, très dangereux. Donc, il faut segmenter le network en disant, OK, l'ordinateur, depuis le network ordinateur, on peut printer quelque chose, mais c'est tout, c'est fini. Après, sécurité des terminaux, c'est ce que j'ai dit, donc les EDR, Endpoint Detection and Response, le scan de vulnérabilité, donc un système qui va continuellement scanner vos terminaux pour voir qu'est-ce qu'il y a comme software installé, est-ce que ça a des versions, est-ce que pour ce software ou cette version, y a-t-il des problèmes de sécurité, donc est-ce que je dois faire un update? Des anti-ransomware, ça serait assez intéressant, à moins que vous avez un super système de backup. Et bon, des antivirus, forcément. Chiffrement et authentification.
Ben, communication cryptée, dans la SIP, on parle de SIP-S, donc du canal de signalisation qui est crypté. Vous pouvez aussi crypter la voix séparément, mais tout ça porte à beaucoup de complications techniques parce que vos téléphones doivent aussi pouvoir faire ça. Ce n'est pas seulement le provider ou le PBX, mais aussi le terminal. Et si vous avez un téléphone physique de table qui est connecté à la même ligne que votre softphone, tous les deux systèmes doivent aussi pouvoir crypter parce que vous ne pouvez pas faire oui et non sur la même ligne. Après, multi-factor authentication, donc le fameux OTP, One-Time Password, donc le One-Time Password est envoyé par SMS, par email, par application, vous connaissez celle de Google ou de Microsoft sûrement. Et aujourd'hui, on parle carrément de passwordless, donc des clés de sécurité où vous ne connaissez même plus un password, vous utilisez, vous connectez votre doigt dessus, puis ça va authentifier sans devoir insérer aucun password. Et forcément, le concept de zéro trace, donc ne se fier de personne. Et là, je reprends peut-être vite un thème de la sécurité du réseau, c'est le fameux password du Wi-Fi. Donc, quel employé a le droit de l'utiliser? Et une fois qu'un employé est parti, ce password doit peut-être être reseté, ou est-ce que vous avez un concept qui va faire de façon que de toute manière, s'il connaît le password, il ne va quand même pas pouvoir accéder aux informations qui sont derrière? Ça, c'est des concepts très importants à évaluer dans les networks. Après, intervention et résolution des incidents, donc il y a des systèmes CM, c'est du Security Information Event Management. Là, on parle déjà dans des systèmes très, très spécifiques pour des grosses sociétés, donc tous les firewalls, switch routers, etc., remontent ces informations à ce système, puis après vont traiter la gravité d'un système et vont évaluer justement qu'est-ce qu'il doit respecter ou qu'est-ce qu'il ne respecte pas et va vous sortir en fait des statistiques. Système de réputation. De récupération, donc backup de vos données. Et forcément, ça serait pas mal que ce ne soit pas dans la même segmentation de network que le laptop qui est backupé, parce que si le laptop est crypté, ben, probablement aussi votre système de récupération. Revenu après accident, donc qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un accident, est-ce qu'il était bien géré? Est-ce qu'on peut le faire mieux? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Donc vraiment une review. Et après, forcément, les connaissances acquises, donc jamais faire 2 fois la même erreur. VoIP et surface d'attaque. Là, nous passons dans le thème intéressant. Mais pourquoi la VoIP est une cible? Ben, il y a l'accès à l'information, il y a la motivation financière derrière et forcément, il y a la sécurité qui souvent est très, très faible sur ces systèmes. Donc, accès à l'information, social engineering. Donc, si je veux maintenant attaquer une société, je suis intéressé de savoir qu'est-ce que font les personnes, comment elles se comportent, qui communique avec qui est un chef finance, qui est le chef pour pouvoir donner du stress dessus. Ben, si j'ai accès directement au système VoIP pour écouter en real time qu'est-ce qu'ils se racontent les gens entre eux, ben, c'est pas mal, non? Vol d'identité. Ben, imaginez votre centrale téléphonique qui a été hackée, puis maintenant l'attaqueur peut utiliser votre numéro de téléphone pour le signaler vers dehors. Et peut faire semblant qu'il est votre société à vous. Donc, oui, il peut appeler vos clients si vous avez bien étudié, puis il sait comment les appeler, comment parler avec eux, etc. Mais imaginez, peut-être il peut aussi activer des services au nom de votre numéro de téléphone. Par exemple, WhatsApp Business. Il pourrait activer ça pour votre numéro de téléphone de l'office et pourrait commencer à communiquer avec des gens en dehors sans que vous le sachiez, parce que vous-même, vous n'utilisez pas ce service de WhatsApp Business. Donc, le vol d'identité est très, très dangereux. Après, forcément, il y a de l'espionnage. Là, vous êtes déjà ciblé pour avoir des attaques de ce genre-là, mais forcément, ça peut arriver. Et forcément, le fameux tremplin. Donc, est-ce que j'attaque la VoIP pour après arriver dans un autre système? Donc, par exemple, dans les backups de votre système. Motivation financière, ben oui, attaque de fraude. Donc, ils commencent à faire des appels pour vous ou utilisent votre numéro de téléphone pour les mettre sur des SMS de fraude qu'ils envoient à d'autres clients pour être appelés. Puis voilà, ils se cachent en fait derrière votre société. Appel coûteux aux frais du client. Donc, il va commencer à appeler des numéros avec de la surcharge, des numéros à l'étranger qui vont être très coûteux. Il peut carrément revendre ce trafic à d'autres opérateurs tiers qui ne savent même pas en fait que c'est du trafic volé. Ou après, justement, à nouveau, accès à d'autres systèmes à travers ça. Donc, aussi à nouveau une motivation financière. Et parlons de la sécurité, c'est malheureusement souvent des systèmes qui ne sont pas protégés, qui sont souvent pas redondants.
qui ont peut-être des configurations erronées, donc la possibilité de rentrer dedans ou pas de deux facteurs sur les home office et ces choses-là, et souvent sous-estimées parce qu'on se dit oui, ben, c'est de la téléphonie, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? S'ils ont accès à ça, voilà, on va pas travailler pendant une journée, mais demain ça fonctionnera à nouveau. Mais commençons par un réseau traditionnel qui est malheureusement plus le réseau d'aujourd'hui. Donc, le nuage, c'est l'Internet. Le site web ici, le www, c'est notre site Internet de PeoplePhone ou notre portal. Et nous avons notre PeoplePhone Proxy. Puis, à gauche, vous avez le network du client avec un routeur ou un modem carrément. Le PBX dans le même network et le téléphone qui se connecte sur le même network. Mais là, la surface d'attaque est assez compliquée. On parle aussi là encore d'IPv4, donc il y a du NAT, du Network Address Translation. Donc, vous avez une IP publique qui va parler au routeur, qui va transformer ce trafic dans le network interne. Et la même chose vers l'externe, donc depuis l'IP interne vers le network externe. Donc, tant que vous ne faites pas de port forwarding, la surface d'attaque est très, très sensible. Ça veut dire que la personne qui veut vous attaquer doit déjà arriver sur place physiquement et commencer à attaquer physiquement à travers votre Wi-Fi ou à travers un port network qui se connecte pendant la nuit quand il a cambriolé. Comment ça se passe? Ben, vous connaissez le SIP register envoyé depuis votre centrale téléphonique vers le proxy de PeoplePhone. Nous, on répond avec OK. Et pour garder le SIP, le NAT actif, nous, on vous envoie toujours des SIP options tous les 30 secondes pour garder ce trafic ouvert. Donc, c'est une connexion depuis votre centrale téléphonique vers PeoplePhone et pas le contraire. Nous, on ne se connecte pas à votre PBX. C'est vous qui vous connectez à nous. Donc, là, la question est, est-ce que le réseau est segmenté et quel est l'accès aux appareils? Donc, le password du PBX pour l'administration, est-ce qu'il a été configuré ou est-ce que c'est celui-là de défaut, mais aussi celui-là du téléphone? Est-ce qu'on peut le rejoindre tout d'abord? Et justement, est-ce qu'il a été changé ou est-ce que c'est encore le password de défaut? Parce que si je peux me connecter sur le téléphone puis commencer à faire des appels, ben super. Maintenant, ça, c'est la phase du network post-Covid ou pendant Covid, dans le sens que tout d'un coup, tout le monde paniquait disant « Ouais, mais les employés ne peuvent plus venir à l'office, ils sont en home office, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Le central est dans le network du bureau. Alors, on va faire du port forwarding, on va permettre le trafic SIP, donc port 5060 normalement, à communiquer depuis dehors vers le PBX. Mais bon, si vous ouvrez ça au reste du monde. Et comme je viens de vous dire, quand vous connectez à Internet, vous faites partie d'une guerre. Donc, n'importe qui peut scanner ce port et essayer de rentrer dedans. Donc là, il faut des stratégies un peu plus évoluées de comment vous allez vous protéger. Donc, est-ce que les passwords pour se connecter au PBX sont déjà assez sécures ou est-ce que ce sont 3 chiffres ou carrément le password de défaut? Mais là, peut-être, il faut aussi mettre en place des VPN ou une stratégie niveau firewall où on dit, OK, on accepte seulement du trafic suisse qui est un peu un faking de sécurité, mais bon, on limite déjà un peu le mass scanning. Puis après, nous passons plus ou moins au network d'aujourd'hui. Donc, les offices n'ont plus le PBX localement chez eux, ils le ont cloud. Mais forcément, vous avez des offices, vous avez du home office, vous avez un peu de tout, vous avez des mobiles, vous avez tout au quanto. Mais forcément, c'est un mobile, quand vous êtes sur l'autoroute et foncez à 120 à l'heure suisse sur l'autoroute, puis vous essayez de téléphoner avec la VoIP. Pardonnez-moi, je pensais qu'il y avait du texte. Mais là, forcément, maintenant, vous avez un autre concept d'attaque. Donc, OK, votre office est à nouveau sécurisé parce que vous avez du NAT, mais peut-être vous avez après des problèmes de communication entre les téléphones de l'office et le PBX. Donc, lui aussi devra faire des SIP options pour garder le Keep Alive ouvert vers vos téléphones de l'office. Vous aurez ça aussi avec le home office. Mais forcément, maintenant, le central téléphonique est un peu plus à risque parce que là, maintenant, on dépend de quel port vous avez ouvert en général sur cette IP. Probablement, ça sera une IP fixe. Mais voilà, quels sont les ports qui sont ouverts? Qu'est-ce que vous permettez de faire comme trafic? Et après, vous avez tout d'abord la communication entre le PBX et les différents offices et home office, mais aussi la communication avec PeoplePhone, donc notre proxy. Donc, vous avez un peu plus de surface à risque dans ce cas-là. Méthode éprouvée. Alors, tout d'abord, sensibiliser l'utilisateur, on en a parlé déjà plusieurs fois maintenant. Connaissance technique des systèmes utilisés. Donc, comment fonctionne un central téléphonique? Quels sont les ports utilisés?
comment sont les communications, qui ouvre la communication, comment se provisionne un téléphone, quoi, comment il reçoit la configuration du PBX pour pouvoir se connecter. Donc, comment fonctionne tout le système pour savoir ça et le protéger. Parce que si vous ne savez pas comment fonctionne le système, ben, peut-être sur le firewall, vous allez dire, on accepte tout, on fait tout passer, et quand ça va fonctionner, super, ben, ça fonctionne, on va laisser comme ça, non? Ben non, il faut aller précisément ouvrir seulement ce qui est nécessaire. Donc, restriction des droits, ça c'est aussi un principe très très important. Pas tout le monde doit avoir accès à tout. Je sais, c'est dérangeant parce que quand quelqu'un a besoin d'accès puis il l'a pas, il va chercher longtemps. Mais ça fait partie de la sécurité d'aujourd'hui. Et justement, la sécurité dès la conception. Donc, je vous présente deux networks. Deux networks dans Office. Vous avez comme d'habitude Internet au milieu. Vous avez un Office qui a l'air un peu plus structuré à droite et un qui a l'air un peu plus, laissez-moi utiliser le mot bordélique. Ben oui, regardez, vous n'avez pas de segmentation à gauche. Dans le même network, vous avez des clients, des guests, donc pas des employés. Vous avez des employés, vous avez des mobiles, vous avez des IP phones, vous avez l'ordinateur du chef, vous avez un NAS, vous avez un printer, un scanner. Oh, il y a aussi un hacker dedans, super. Ben oui, tout le monde peut communiquer avec tout le monde et peut faire tout. Super, ça va simplifier la vie de tout le monde, pour les employés, mais aussi cela des attaquants. Donc, passons à droite. Qu'est-ce que vous avez? Ben, de toute façon, là, vous avez déjà deux connexions Internet. Vous avez un pare-feu, firewall. Vous avez un switch qui va vous permettre de segmenter le trafic. Et je parle de switch parce que c'est un point central aujourd'hui dans la sécurité de l'IPv6. Parce que l'IPv6 a un mode complètement différent de fonctionner de l'IPv4. Et si vous regardez vraiment le protocole de comment un ordinateur va se connecter à un network IPv6, ben vous verrez que en fait, vous pouvez facilement attaquer cette façon d'utilisation de comment il va signaler quel IP il va prendre et comment il va utiliser l'IP des autres. Ça veut dire qu'il peut essayer de faire du man in the middle très facilement. Et le switch est votre point central parce que lui, il peut, s'il est neuf et supporte de l'IPv6 correctement, il peut détecter justement des cas d'attaque de ce genre-là et éviter d'ouvrir le port pour cette personne qui essaie de faire l'attaque. Vous avez aussi une batterie, un UPS. Vous vous rappelez, quelques années en arrière, il y avait une pénurie très importante en Europe d'électricité. Vous n'avez pas idée de combien de clients nous ont demandé combien on est actif, etc. Oui, nous avons des data centers tier 3, on a deux circuits rentrant par des routes différentes, nous avons des générateurs là-bas qui ont du diesel pour 5 jours d'autonomie. Donc nous, on est prêts, mais est-ce que vous êtes prêts? Donc, l'Office lui-même, est-ce que vous êtes capable de faire fonctionner votre Office, votre téléphonie pendant 5 jours sans électricité externe? Et après, le network entre nous, donc les antennes mobiles, le réseau network fixe, etc. Est-ce que celui-là, il est prêt aussi? Donc, ça aussi, c'est un concept que vous devez regarder quand vous regardez les risques de votre Office. Et là, vous voyez aussi, après, de la segmentation. Donc, il y a du virtual LAN pour tout ce qui est guest, donc pas employé. Vous avez tout ce qui est printer, scan séparé. Vous avez le network du team, vous avez le network de la VoIP et vous avez le backup. Et forcément, après, vous aurez des règles firewall. Donc, pour pouvoir communiquer d'un VLAN à l'autre, vous devrez forcément passer à travers le firewall. Ça veut dire que sur le firewall, vous allez définir qui peut communiquer avec quoi sur quel port. Donc, même si maintenant un téléphone est compromis, il ne va peut-être pas réussir à rentrer dans le network de votre team. Donc, la segmentation est très, très importante. Et ça, c'est vraiment la base ou le design qui doit être important du network. Malheureusement, je sais très bien comment ça fonctionne. Le client a normalement des partenaires VoIP et des partenaires network. Et c'est là où la communication va commencer à fonctionner incorrectement parce que le gars du VoIP va essayer de sécuriser son network, mais le gars du network va dire, oh, c'est du coût en plus, le client, il ne veut pas porter ses coûts, etc. Et puis, c'est là où toute la conception ne va pas fonctionner. Mais si vous faites un travail sérieux pour votre client, vous allez notifier le client pourquoi c'est important de faire ça. Et oui, c'est le défi d'aujourd'hui. Rendre ou
awareness, pas seulement des employés, mais aussi de nos clients. NIS 2, je passe un passage très rapide sur NIS 2. Donc, c'est une directive européenne. Elle aurait dû être mise en charge en 2022. Ben, ça n'a pas du tout fonctionné avec les pays. Vous verrez ma prochaine slide. L'objectif de NIS 2, c'est d'améliorer la gestion des risques de la cybersécurité en général, renforcer la résilience des services critiques. Donc, il y avait une directive qui existait depuis des années déjà, qui avait moins de services ou moins de compagnies qui étaient forcées à devoir être NIS compliant. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus dans le NIS 2. C'est d'harmoniser aussi les règles de sécurité entre les États et renforcer le signalement des incidents et de responsabilité. Donc, le NIS 2 va vous forcer à signaler un problème d'informatique que vous avez. Donc, pensez-y, si votre centrale téléphonique a été hackée et vous êtes une société qui doit être compliant NIS 2, ben, vous avez un certain temps pour devoir annoncer cet incident. Principale exigence aux sociétés, donc les organisations doivent mettre en œuvre des mesures de gestion de risque. Donc, c'est le principe qu'on a vu tout au début de la présentation, avec un inventaire des actifs, contrôle d'accès, gestion des incidents, continuité des activités de gestion de crise, sécurité et chaîne d'approvisionnement. Donc, aussi, quels sont vos fournisseurs? Donc, si vous devez être NIS 2 compliant, vos fournisseurs doivent aussi être NIS 2 compliant. Et ça, c'est un point très, très important. Forcément, l'organisation doit signaler les accidents, alerte précoce sous 24 heures. Donc, vous avez l'impression que quelque chose se passe. Dans les 24 heures, vous devez commencer déjà à signaler qu'il y a un problème. Et après, vous avez 72 heures pour indiquer plus précisément quel est cet incident. Puis, forcément, NIS 2 va responsabiliser la direction. Donc, même les personnes juridiques commencent à être pris en cible. Donc, si vous avez une attaque, ça peut être que vous devez justement répondre comme personne civile aussi en rapport à cette attaque. Et la chose rigolote de NIS 2, c'est qu'en fait, ce n'est pas une prescription, c'est une directive. Donc, c'est à vous de signaler que vous devez être NIS 2 compliant, c'est à vous de faire vos mesures de sécurité. Et si vous êtes attaqué et vous n'avez pas annoncé que vous êtes NIS 2 compliant et vous n'avez rien du tout fait, mais vous allez être jugé en rapport du NIS 2. Et le NIS 2 prévoit aussi des sanctions énormes. On parle de sommes de 10 millions ou carrément de 2% du income d'une société au niveau mondial. Donc, ça peut vraiment aller dans les millions. Ça peut fermer votre société. NIS 2, ben justement, je vous ai dit, c'est une autodéclaration. La Suisse n'est pas juridiquement liée à NIS 2, ils ont d'autres lois. L'Allemagne a finalement adopté la loi en novembre 2025, mis en vigueur le 6 décembre, donc les sociétés ont le temps jusqu'au 6 mars pour s'autodéclarer. En Autriche, ça a été adopté en décembre 25, entrée en vigueur 1er octobre, vous voyez déjà un décalage, donc 8 mois en plus maintenant, puis l'autodéclaration sera jusqu'au 1er janvier. Et en France, ben là, c'est l'entrée en vigueur prévue en mi-2026, donc il n'y a aucune date prévue encore exactement. J'espère que vous avez une bonne vue maintenant de la cybersécurité. J'espère que je ne vous ai pas fait peur. Si vous avez peur, cool down, il faut prendre l'argument sérieusement. Et il faut commencer step by step à faire quelque chose. Il ne faut pas paniquer, mais il faut commencer à s'intéresser. Donc, si vous avez des questions, venez aussi directement vers moi. En tout cas, je vous remercie pour l'attention. Pour toute question supplémentaire, n'hésitez pas de contacter vos partenaires managers. Donc, pour la Suisse romande, nous avons Daniel Passera. Vous avez là l'email, partenaire@pfm.ch. Et en France, nous avons Jean-François Hierdo avec partenaire@pfm.fr. J'espère que vous avez apprécié notre journée de keynote. Et je vous remercie pour l'attention et à la prochaine fois. Merci beaucoup.